Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Réaménagement de l'équipe gouvernementale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ce lundi signé plusieurs décrets de nomination. Si plusieurs ministres gardent leur portefeuille, certains font leur entrée au cabinet du président de la République. Des précisions vous seront données au cours de cette édition. Le Premier ministre présentait ce jour ses nouvelles fonctions à l'archevêque d'Abidjan. Le guide religieux et le Premier ministre ont échangé sur les actions de paix à promouvoir pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et puis la Côte d'Ivoire totalise 16 220 cas confirmés de Covid-19 avec 38 nouveaux cas annoncés ce jour. Les autorités sanitaires expliquent dans ce journal cette baisse observée de 42% des cas enregistrés ces derniers jours. Bienvenue dans ce 23h. Il y a du nouveau au sein du gouvernement ivoirien. Le président de la République a ce lundi procédé à un réaménagement de son cabinet et ainsi signé plusieurs décrets de nomination. Je vous propose de revenir sur le communiqué afférent lu par Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidèle Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. Et nous poursuivons avec cette autre communication de la présidence de la République, un télégramme adressé à son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Je vous donne lecture. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstance. Je forme des vœux ardents de santé, de prospérité et de bonheur pour votre Excellence, de même que ceux de paix et de progrès continus pour le peuple frère du Niger. Je saisis également cette opportunité pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et pour vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec votre Excellence à leur raffermissement et à leur diversification en vue de la réalisation de nos ambitions communes dans l'intérêt bien compris de nos populations respectives. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À présent, cette activité du chef de l'État, il recevait ce jour la reconnaissance du district du Woroba pour la récente nomination d'Ahmed Bakayoko, ressortissant de cette région. Sur l'homme, le président de la République n'a pas manqué de marquer sa confiance. Il souhaite d'ailleurs que le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko poursuive avec son équipe les œuvres de développement et de paix en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre
présentait ses nouvelles fonctions au cardinal Jean-Pierre Coutois, l'archevêque d'Abidjan. Cet entretien entre l'homme d'État et le guide religieux est rapporté par Michel Digré. Pour ses premiers pas à la tête de la primature, le chef du gouvernement a choisi de placer ses nouvelles responsabilités sous la protection divine. La visite à l'archevêque d'Abidjan était certes inopinée, mais elle aura permis à Jean-Pierre Cardinal Coutois de formuler des bénédictions à l'endroit du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre qui vient d'être nommé a trouvé bon que sa première visite soit à mon endroit. Vraiment, je vous assure que cela me rend heureux en tant que le premier des ministres, avant même de commencer sa mission, de passer, de saluer. J'ai demandé qu'il ait aussi toutes les grâces nécessaires pour accomplir cette mission qui lui est confiée. Une mission pas facile, parce que être ministre, c'est être serviteur. C'est ça le sens du ministre, c'est être serviteur. Donc il est le premier des serviteurs. Et pour pouvoir accomplir efficacement cette mission, il a besoin de la grâce de Dieu. Après une heure d'échange entre l'archevêque d'Abidjan et la délégation du Premier ministre, le chef du gouvernement livre les enjeux de cette rencontre. Cette maison m'est connue. Je l'ai visitée bien souvent, depuis que j'étais ministre de l'Intérieur et bien avant. Aujourd'hui, j'étais venu lui présenter ma promotion en qualité de Premier ministre, lui dire qu'il avait plu au président de la République de me nommer à cette haute fonction. Je voulais bénéficier de ses conseils et de ses prières. Également, comme vous savez, le pays est en deuil. L'Église est frappée par un deuil, mais l'État également est frappé par un deuil, à travers la disparition du cardinal Pierre-Marie Coty, qui est co-auteur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Lui dire Yako, toutes les condoléances du gouvernement, du président de la République et de toute la nation. Et lui dire que nous allons prendre notre part au niveau de l'État pour rendre hommage à ce grand Ivoirien qu'il a été. La question de la réconciliation nationale a été également abordée. Je lui ai également dit que notre action au sein du gouvernement s'inscrira dans le rassemblement de tout le monde. La réconciliation, la paix, la cohésion. Il est temps de nous rassembler, de penser au-delà de nos personnes à notre pays. L'un sans l'autre, on a vu qu'il y a des limites dans notre capacité à avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de ses guides, et ces guides religieux ont un grand impact sur la conduite de nos concitoyens. Et je voulais également compter sur lui-même, sur toute l'Église, comme sur l'ensemble des chefs religieux de ce pays, pour que l'esprit de paix ne nous quitte jamais, nous anime en permanence. En tout cas, en tant que chef du gouvernement, nous ferons notre part pour ouvrir toutes les voies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix, soit un pays apaisé. L'activité parlementaire a enregistré ce lundi l'approbation par le Sénat de Côte d'Ivoire du projet de loi portant sur le régime financier des collectivités. La Côte d'Ivoire s'aligne ainsi sur la législation de l'UEMOA en matière de décentralisation, suivant le compte-rendu de la session parlementaire avec Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. C'est en route pour Yamoussoukro, à la rencontre du Sénat, que Moussa Sanogo a appris le changement de dénomination de son ministère. Le désormais ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, en prenant place au Sénat, a en cœur de défendre un projet de loi, celui portant régime financier des collectivités territoriales. La Côte d'Ivoire veut ainsi harmoniser sa législation en matière de décentralisation selon les directives de l'UEMOA. L'émissaire du président de la République énumère ici quelques innovations. L'extension du pouvoir de substitution de l'autorité de tutelle en matière financière au mandatement d'office des dépenses obligatoires. Ce pouvoir, dans les textes précédents, était limité à la seule inscription d'office des dites dépenses
au budget de la collectivité territoriale. Le remboursement des annuités d'emprunt venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. L'obligation d'élaborer un plan de trésorerie, la systématisation de la comptabilité matière pour retracer les existants et les mouvements concernant les biens meubles et immeubles, les valeurs de portefeuille et les stocks de matériel et fournitures. L'obligation de constituer des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des actifs, ainsi que pour les risques et charges divers. L'institution du contrôle financier auprès des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'institution d'un débat budgétaire au sein des collectivités territoriales et des districts autonomes 2 mois avant l'examen du budget. La fixation au 31 mars de l'année concernée comme date limite d'adoption du budget. Des retombées positives pour nos mairies, conseils régionaux et districts autonomes. Les sénateurs, pour leur part, ont donné leur quitus au projet de loi en le votant à l'unanimité. À Abidjan, c'était jour de baptême pour 1049 élèves de l'école de police. Ces officiers, sous-officiers et commissaires ont été invités à être des exemples de patriotisme dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont reçu du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagando Diomandé, leurs épaulettes. Moussa Konaté rend compte de cette cérémonie. Cérémonie de baptême et de remise des épaulettes aux stagiaires officiers et commissaires issus des concours professionnels spéciaux 2019 et des sous-officiers de la promotion 2019-2021. Après plusieurs mois de formation, ces nouveaux fonctionnaires sont désormais aptes à rejoindre les différentes structures de la police nationale. Pour la première fois, l'on assiste à une sortie de stagiaires, commissaires et officiers spéciaux en même temps qu'une promotion normale d'élèves. Ces futurs commissaires, officiers et sous-officiers doivent leur présence sur cette place à leur travail, certes, mais ils la doivent également au travail de l'ensemble des encadreurs de l'école dévoués à la tâche et à celui de nombreuses personnes qui, au sein du corps enseignant de l'école, nous accompagnent chaque jour dans l'émergence d'une police professionnelle, compétente, intègre, loyale, républicaine, instruite pour servir. Au total, 1049 nouveaux policiers, soit 52 officiers et commissaires, et 997 sous-officiers, dont 115 femmes baptisées. Promotion Kone Vamara, agent de police en poste à Akoupi, tombé au champ d'honneur en janvier dernier. À vous, commissaires spéciaux, qui aujourd'hui allez entamer une nouvelle étape de vos carrières de policiers. Vous êtes pour moi le symbole de la combativité, du courage et de l'exemplarité. Vous avez le devoir de perpétuer ces valeurs dans vos futurs services. Aux 115 femmes et 882 hommes de la promotion adjudant de police Kone Vamara, vous regagnez la police nationale dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire et l'organisation à venir de l'élection présidentielle. Ces échéances nous mettent au premier plan et vous imposent de vous inspirer du professionnalisme et du patriotisme de l'adjudant Kone Vamara. Le ministre Vagando Diomandé salue également les actions de la police nationale dans la lutte quotidienne contre la pandémie de Covid-19. La crise sanitaire a mis en première ligne les agents du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Si l'action des femmes et des hommes sur le terrain est vue et reconnue de tous, il faut saluer celle beaucoup plus discrète, mais tout aussi efficace, de la cellule de veille du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui a coordonné, analysé et conseillé quotidiennement les décideurs. Chers collaborateurs, la reconnaissance de la nation va au-delà d'une récompense. Une cérémonie spéciale de décoration sera organisée afin de valoriser le mérite de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont engagés pour le compte de la police nationale dans ce combat contre cette pandémie. Cette double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes a vu la présence du chef d'état-major général des armées et du commandant supérieur de la gendarmerie.
Nous passons à présent à l'actualité politique ivoirienne. Le processus électoral pour la prochaine présidentielle est enclenché. La liste électorale provisoire a été remise la semaine dernière par la CEI aux partis politiques. Et avant ouverture du contentieux, la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, lève une interrogation. Elle porte sur l'absence du nom de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, sur le listing électoral. Le président de la CEI en donne les raisons dans ce reportage de Sidonie Davila. Le fichier électoral provisoire compte à ce jour 7 500 035 électeurs, au nombre desquels ne figure pas le nom de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour se faire une idée des raisons qui expliquent ce fait, une délégation des membres de l'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a rencontré la commission chargée des élections en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, nous avons retiré les documents concernant les listes électorales, les documents ici. Et puis, nous avons donc les documents, le pack que nous avons reçu. Nous avons constaté que, et suite aussi à la mise en sur le site de votre institution, les listes électorales provisoires. Et à la lecture de ces documents et de ce site, nous avons constaté que le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, n'y était pas. Plutôt que d'aller dans les spéculations, nous avons préféré venir directement chez vous pour avoir la version officielle. Pour le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, 2 raisons fondamentales pourraient expliquer ce fait selon le code électoral. La première est celle du décès. Quand l'électeur est décédé, il ne peut plus être sur la liste électorale. La deuxième, c'est l'électeur déchu de ses droits civils et politiques. En ce moment, il ne peut plus non plus être sur la liste électorale. À un moment donné T, si vous êtes sur la liste électorale, c'est que vous avez rempli les conditions pour y être. Mais entre 2 cycles électoraux, vous pouvez ne plus remplir les conditions pour être sur la liste électorale. Les contentieux liés à la révision de la liste électorale s'ouvrent le 5 août prochain. Le président de la CEI a souhaité que soit déposée une requête au cours de cette période. Vous venez, avec les documents justificatifs à son inscription, saisir la commission électorale indépendante du lieu où il devrait se faire enrôler, où il s'est fait enrôler pour solliciter son inscription sur la liste électorale. Une rencontre à l'issue satisfaisante pour l'EDS. Nous avons compris ce qu'il a dit. Nous avons compris aussi ce qu'il n'a pas dit. Et nous allons nous préparer pour le contentieux électoral. Après les contentieux, la liste électorale définitive sera publiée le 25 septembre prochain. Et pour des élections apaisées, le Conseil national des droits de l'homme veut sensibiliser sur les violences post-électorales et pour cela, il engage les experts du droit à définir les lignes directrices de cette initiative. On voit cela avec Éric Corré. C'est bientôt l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Comment prévenir les violences en période électorale? C'est la priorité du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Il a été question des défis pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons abordé la question de l'implication des parties prenantes aux élections. Réunis à Abidjan, les responsables des structures des droits de l'homme échangent sur la question. La légalité d'un scrutin se distingue de sa légitimité. La légalité se conforme à la loi. Quant à la légitimité, elle se base sur la morale. La légalité tient des tests juridiques, voilà. Mais est-ce que la légitimité, elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a la perception des gens, il y a la confiance qu'ils peuvent avoir, il y a le jugement. Cette légitimité, comment il faut faire pour l'avoir? D'abord, je pense par le dialogue, par faire connaître les missions de chacune des institutions et par permettre aux Ivoiriens de s'approprier les textes, de s'approprier aussi ces institutions. Dans 3 mois, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur candidat. Le CNDH s'implique pour prévenir les désordres. Par exemple, on est dans une situation sanitaire exceptionnelle qui va imposer que chaque votant ait un masque. Mais si le votant arrive, que les masques ne sont pas disponibles, le rôle du policier ou du gendarme, c'est de lui dire que tu n'as pas accès
au centre pour la sécurité et la santé de tous. Lui, il peut percevoir ça comme une façon de l'empêcher d'accomplir son vote, donc une opposition à son expression. Et en ce moment-là, un conflit peut éclater, la violence peut éclater dans ce bureau de vote. Pourtant, si avant, on prend le temps de discuter, de comprendre le rôle des forces de sécurité, on pourra éviter justement ce genre de tension, on pourra permettre d'avoir des élections dans un contexte sécuritaire assez intéressant. Raison pour laquelle le CNDH renforce les capacités des responsables d'ONG, des leaders communautaires pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Et à 2 mois de ce scrutin présidentiel, les partis politiques affûtent leurs armes, leurs stratégies et le RHDP prépare ses militants pour la prochaine étape du processus électoral. Dans l'ouest du pays, la coordination départementale de Biancouma sensibilise et remobilise ses troupes. F. Boué. 10 motos pour la délégation départementale RHDP de Biancouma, un don du délégué départemental Deli Mamadou. Objectif, investir tous les hameaux du département de Biancouma pour faire gagner la présidentielle d'octobre prochain aux candidats du parti. Et cela commence par l'obtention des signatures pour le parrainage citoyen. Aujourd'hui, c'est 10 motos que nous leur offrons pour pouvoir vraiment sillonner les villages, les quartiers, courir après les électeurs, faire le porte-à-porte en leur disant que le meilleur candidat, c'est le candidat du RHDP. L'opération du parrainage citoyen du candidat du RHDP est ainsi lancée pour la délégation départementale de Biancouma. Militants et militantes sont donc mis en mission pour réunir le maximum de signatures. Et au centre du pays, plus de 300 nouveaux militants renforcent les troupes du RHDP. Ils sont issus des partis d'opposition. Une cérémonie de bienvenue a eu lieu pour marquer leur décision. Kader Sogodogo rapporte les faits. Forte mobilisation des militants du RHDP du département de Didiévi. À l'initiative du secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, maire de Didiévi et coordonnateur RHDP du Bélier, ce sont environ 300 militants issus de plusieurs partis de l'opposition qui ont décidé de déposer leur bagage au sein du parti d'Alassane Ouattara. Et la ministre Raymonde Goudou, également coordonnatrice RHDP du Bélier, a les mots justes pour les accueillir. Vous entrez dans une grande famille, la famille du RHDP. Et cette famille, c'est une famille qui pense à l'un et à l'autre. Invité spécial de cette fête, Wacha Kijebo, ex-membre de la Galaxie patriotique qui arbore aujourd'hui les couleurs du RHDP. En bon dévancier, il insiste sur le bon choix opéré par les transfuges. Oui, vous avez bien choisi, vous êtes au bon endroit. Parce qu'il n'y a pas mieux que le RHDP. Ils sont là pour contribuer à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Nous avons décidé que notre plan c'est au RHDP pour le soutenir et l'aider à faire gagner le parti dans notre commune de Didiévi. Il est à la base de cette adhésion massive. Pour le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, avec le RHDP, Didiévi ira toujours de l'avant. Didiévi est appelé à avoir un grand destin. Comprenons cela dès maintenant et n'ayons pas peur du développement et n'ayons pas peur de l'avenir. L'avenir nous appartient. Prenez les photos maintenant pour garder. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je suis convaincu que cette ville sera totalement transformée. Nous allons commencer, nous allons continuer, mais nos jeunes frères vont terminer. Comme pour coller à la tradition de développement du RHDP, le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi, a offert 2 camions de salubrité, une broyeuse, une fanfare et des chaises à la commune. C'est en chanson, dans une ambiance festive, que la cérémonie a pris fin. Parlons de fête, justement, c'était la fête de l'Aïd el-Kébir vendredi dernier. Pour la fête musulmane du sacrifice, du bétail a été importé de pays frontaliers. Sur le parc à bétail de la commune de Port-Bouët, l'ambiance était dense entre bruit de bêtes, affluence et marchandage. Qu'en est-il 3 jours après? Quel bilan pour les commerçants? Suivons ce constat de Mahama Traoré. Il est loin du visage qu'il présentait avant la fête de Tabaski. Ce lundi, 3 jours après la célébration, le parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët est presque vide et refait sa toilette.
Les commerçants qui avaient cédé leur place aux marchands de béliers se sont même réinstallés. Après avoir vendu 300 béliers, Diko démantèle son enclos. J'ai envoyé 300 têtes. Ce qui, alhamdoulilah, tous 300 est pu libérer. Allez là, la tête est pleine, donc tu ne peux pas faire tout calcul pour voir d'abord combien tu as mis, combien tu as trouvé, combien tu as dépensé. Pour séparer tout ça d'abord, il faut quelques jours, quoi. Le bilan est positif, puisque le marché a été approvisionné à 99%. Par rapport à l'année dernière, cette année-là, le marché a été bon. Le prix aussi a été abordable, les clients ont pu acheter les animaux. Et il faut noter aussi que cette année, il n'y a pas eu trop de bœufs aussi. Il n'y a pas eu assez de bœufs. Habituellement, les gens achètent beaucoup de bœufs, mais cette année, il n'y a pas eu beaucoup de bœufs par rapport à l'année dernière. La moisson a été aussi bonne pour Amadou. Avant de rentrer au Mali, son pays d'origine, il espère quand même vendre les dernières bêtes de son enclos. Les collègues qui sont avec nous, qui n'ont pas pu vendre, qui sont pressés, donc ils nous donnent et voient avec un certain prix. Maintenant, si on vend, arriver là-bas, on les rembourse. C'est ça qui est là, ce qui est resté là. Le prix aussi n'est pas trop mal. Le stock de bétail invendu fait l'affaire de marchands locaux comme Boubacar. Au lendemain de chaque fête de Tabaski, il profite de la baisse de la demande, donc des prix. En période de fête, là, c'est cher. Maintenant, comme après des fêtes, là, c'est pas trop cher encore. Le prix est diminué. Bon, les plus petits, moi, j'ai acheté à 40 000 bon, pour aller à 60 000. C'est que moi, j'ai payé à 40 000, je peux vendre à 42 500, 43 000, si j'ai trop eu, 45. Selon la Fédération nationale de la filière bétail-viande, la période de Tabaski 2020 enregistre environ 4 000 ovins invendus. Si elles ne sont pas rachetées par des revendeurs locaux comme Bokoum, les bêtes retournent dans leur pays d'origine. Et après cette belle période de fête, c'est la reprise des contrôles fiscaux. Le directeur général des impôts porte à la connaissance des contribuables que la mesure de suspension des contrôles fiscaux décidée par ordonnance numéro 2020-357 le 8 avril 2020 pour une période de 3 mois à compter du 6 avril 2020 est arrivée à expiration. Par conséquent, il les informe de la reprise par ses services des différents types de contrôles fiscaux et de mesures de recouvrement forcé de l'impôt sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 3 août 2020. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Si les contrôles fiscaux reprennent, ce n'est pas la fin de la pandémie de Covid-19. Le virus est encore présent sur notre territoire. Voyons ensemble le point de la situation sanitaire à ce jour. Les autorités sanitaires annonçaient ce lundi 38 nouveaux cas de Covid-19, soit un total de 16 220 cas confirmés en Côte d'Ivoire. La courbe d'évolution de la situation épidémiologique enregistre une baisse du nombre de cas positifs avec une moyenne de 200 cas par jour au 26 juillet à 84 nouveaux cas identifiés par jour du 27 juillet au 2 août dernier. Une régression de 42% du nombre moyen de nouveaux cas expliqué dans ce reportage de Salima Toudia. 42%, c'est le taux de régression du nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle car la tendance est à la baisse. On passe de 200 nouveaux cas par jour en moyenne à 84 nouveaux cas. Sur la période du 27 juillet au 2, on a eu 586 cas positifs, soit une moyenne de 84 cas par jour. Et le taux moyen de positivité, c'est-à-dire où on a les hommes positifs, les hommes et les femmes positifs, c'est 7,6%, avec un maximum atteint qui était de 9,6%. Donc, quand on compare à la semaine précédente, c'est-à-dire du 20 au 26 juillet, nous sommes passés de 13,5 à 7,6 cette semaine. Donc, à la date du 2 août, on a 16 182 cas positifs, 11 801 guéris, 102 décès. Autre point positif, le taux de guérison global est de 73%. Mais l'épidémie continue de faire des victimes avec 6 décès dans la même période. Au plan sécuritaire, le suivi de la réglementation du transport national continue. Véhicules contrôlés,
20 757. Véhicules mis en fourrière, 474, dont 52 de type particulier et 422 véhicules de transport. Masques distribués pour la sensibilisation, 50, soit un taux de respect satisfaisant de 97,3% que nous saluons. À 722e point du genre, en 5 mois de crise sanitaire, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a présenté les actions de terrain en cours dans les communes par les maires, mais surtout, c'est l'avenir. Nous sommes en train de développer un programme, un projet à l'endroit des populations, surtout les communes du district d'Abidjan. Il s'agit dans un premier temps de donner le langage nécessaire et clair aux maires pour qu'ils puissent passer le message qu'il faut à leur population. Donc il y aura une formation à l'endroit des maires. Ensuite, il y aura une formation des formateurs parce que nous avons demandé aux maires de subdiviser leur commune en plusieurs zones pour que la sensibilisation soit rapprochée des populations. Les différents interlocuteurs ont rappelé la nécessité de rester vigilants et prudents en dépit de l'allègement des mesures sécuritaires, notamment la réouverture des bars et boîtes de nuit. Voilà, respectons les gestes barrières. Poursuivons cette lutte contre la Covid-19. Je vous retrouve demain pour une autre édition d'Information. Bonsoir chez vous.